Bonjour à tous, donc dans cette série de vidéos, on va regarder comment sauvegarder des données sur un périphérique Android. Donc bien sur le périphérique, directement sur soit le téléphone, soit la tablette, en utilisant SQLite. Alors SQLite, c'est un moteur de base de données qui est embarqué dans Android, et on veut utiliser une librairie qui s'appelle Room, qui permet en fait de faciliter l'utilisation de SQLite. Donc si vous tapez Room Android, en fait, vous tombez là-dessus. Donc on vous décrit à peu près ce que c'est que Room, et en fait c'est une librairie qui va nous permettre de simplifier l'utilisation de SQL, donc d'écrire des requêtes mais dans un format qui soit validé par Android Studio, etc. Donc on va partir de notre projet ici, donc on va l'appeler Room Demo, et on va le placer dans un repository GitHub, donc vous aurez accès au code à la fin de cette démo ici. Et voilà. Donc on va garder une application pour tablette. Donc on va voir qu'en fait en termes d'interface graphique, on n'a pas besoin d'énormément d'éléments. Et on va commencer notre mise en place. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir aller chercher les composants. Donc on peut aller chercher cette vidéo là. Donc récemment, Android a regroupé toutes ces librairies sous Android X. Et donc, on va avoir la possibilité d'utiliser quelque chose qui ressemble à ça pour installer Room. Donc, on va utiliser directement ce qu'ils nous fournissent. Alors, pour rappel, hein, pour rajouter des librairies au niveau de votre application, on va aller dans le build.gradle. Et puis, pendant ce temps-là, on va aussi partir l'application telle qu'elle est pour démarrer notre émulateur. On fera ça plus tard. On va attendre qu'il compile et qu'il nous note notre build.gradle pour le projet et pour le module. Alors, nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui pour le module. Donc pas celui-là. Donc le deuxième ici. Donc là, ici, on voit qu'on a un certain nombre de librairies qui ont déjà été ajoutées. On va voir qu'en fait, ça, on n'en a pas besoin. On va y arriver. Alors ça, c'est une ligne qui permet d'aller chercher les points jars qui seraient dans le répertoire libs, mais on n'a pas de répertoire libs. Et on va aller chercher les éléments de Android X pour Room. Donc on va faire notre synchro, puis on va aussi demander à l'application de démarrer telle qu'elle. On va attendre un peu. Alors, vous avez une petite chance de tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'assistant de Android va vous donner des dépendances sur, par exemple, AppCompat V7 à la version 28 et Constraint Layout 1.1.3. Donc ça, c'est ce que le wizard a généré. Mais à partir du moment où on utilise Android X, bah, il faut tout migrer vers Android X. Donc on va être ici, on voit nos composants Android X, et en fait si jamais on veut avoir la même chose pour tous les autres composants, il va falloir trouver les correspondants pour ce qu'on utilise ici, c'est-à-dire AppCompat V7 et le Constraint Layout. Donc ça, on va le trouver dans le guide de migration. Alors le guide de migration... oups, non, c'est pas ça. Normalement, on le trouve dans peut-être Jetpack. Ah, donc là, ça va être tout. Donc on a le package refactoring, c'est peut-être à cet endroit-là, ouais, la migration.
Donc on veut migrer quelque chose, donc là il va falloir qu'on trouve les éléments qu'on utilisait déjà avant et les remplacer par les nouveaux. Donc là par exemple si on cherche le appcompat v7, donc là on voit comme support appcompat v7, donc ça c'est ce qu'on avait ici, et on nous dit que le correspondant ça va être Android appcompat 1.00. Donc on va remplacer notre dépendance ici par la nouvelle en Android X. Et si on cherche les constraint layout, on l'a juste ici, là-dedans. Tac. Et puis on a aussi le test runner ici qui va sans doute falloir changer. Ça, il le trouve pas. Oh, oups. Test runner, donc là c'est le Android test runner 1.1.0. Et puis moi j'utilisais pas de Nespresso, fait qu'on va juste le mettre en commentaire. Donc là maintenant, ce qu'on voit c'est qu'en fait à partir du moment où on a utilisé Android X, les anciennes librairies de support sont plus maintenues, et peut-être que dans le futur, Google va s'arranger pour que l'assistant génère automatiquement des projets qui utilisent Android X, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc il faut juste être conscient de cette possibilité-là d'avoir un conflit entre les différentes versions de nos librairies. Donc là on a mis en place nos dépendances pour Room, et on a une application qui compile avec les dépendances qui sont fonctionnelles, qu'on va juste attendre de l'avoir démarré, et ensuite on va commencer à réellement implanter notre code. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire deux packages. On va se faire un package pour les classes de modèles, qu'on va appeler modèle, et un package de classes d'accès aux données. Donc en général, en anglais, on appelle ça des DAO, Data Access Object, donc on va l'appeler DAO. On a une compilation qui fail. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, AppCompat Activity existe toujours, mais elle n'est plus dans ce package-là, parce qu'ils ont changé les noms de package en même temps qu'ils ont changé. Donc maintenant, on va juste valider ça, et ça devrait démarrer. On va retourner sur la page de Room pour regarder comment ça fonctionne. Donc Room Android. Et on va aller chercher le Android Persistence Code Lab. Qui est en train de construire l'application. Alors, on va commencer à regarder juste comment fonctionne Room, donc en continuant un petit peu. Donc, il y a deux choses principales qu'il va falloir aller regarder. Ce que Room fournit, en fait, c'est la possibilité d'écrire ce genre de méthode. Donc, principalement, on va décrire le nom d'une méthode, lui passer un certain nombre de paramètres, et en fait, on va écrire la requête SQL au-dessus, et Room va automatiquement effectuer cette requête SQL là quand on appelle cette méthode, en lui passant les bons paramètres et en renvoyant les bons objets. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans un DAO, et ce qui va nous permettre en fait d'avoir un accès à la base de données en récupérant quand même une classe objet. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire en fait, c'est que nous, dans le modèle, on va se créer deux classes.
en fait, non, on va se créer une classe. Il ne veut pas parce qu'il est en train de travailler. Donc voilà, là il a fini de compiler l'application. Et il l'installe sur notre tablette. Ok, donc normalement je devrais pouvoir créer des classes maintenant. Ouais. Donc je vais créer ma classe de modèle. Donc ma classe de modèle, en fait, on va faire des disques. Donc, et dans chaque disque, il y aura un ensemble de pistes. Par exemple, on peut dire que c'est... bon, on va peut-être même appeler ça un album. Ça, un album. Alors, ici, quand vous faites vos classes de modèle, on pourrait décider d'appeler ça un album. Donc, par exemple, avec un auteur et puis un nombre de pistes ou des choses comme ça. Ce que je vous recommande fortement, c'est de préfixer vos classes de modèle par un autre mot. Donc, par exemple, le nom de votre application. Donc, par exemple, ici, démo album. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que, imaginons qu'ici, au lieu d'avoir un album, on aurait un match. Ça donne que match, c'est un mot réservé en SQL. Donc, quand on va écrire notre requête SQL, on pourrait avoir une ambiguïté entre est-ce qu'on essaye d'utiliser un mot réservé ou le vrai nom. Donc, si vous préfixez tous vos éléments par le nom de l'application, comme démo, bah, il n'y a aucun mot réservé en SQL qui s'appelle démo album. Donc, on va créer un démo album et puis on va l'annoter avec la notation entity. Donc, à partir du moment où on a écrit ça, ce qu'on dit, c'est que cet album, c'est quelque chose qui va être sauvegardé en base de données par room. Alors là, il faut penser relationnel quand vous écrivez votre classe d'album, parce que c'est vraiment ce qui va correspondre à la classe. Donc, par exemple ici, si jamais on essaie de définir une classe dans room, on va dire, essayons de définir la clé primaire, room Android. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'en fait, on a tout simplement, donc là nous on est en Java, une annotation primary key. Alors on a des primary keys sur lesquels on va être capable par exemple de les demander de les générer, puis on va aussi avoir des column info ou table name. Donc par exemple sur notre entité, on pourrait choisir explicitement le nom de la table. Par défaut, il va prendre un nom de table qui va être le nom que on a donné pour la classe. Donc on va définir une clé primaire. Alors moi je vous recommande d'utiliser long avec une majuscule. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de vérifier si long n'a pas encore été affecté, s'il est nul. Parce qu'autrement en fait avec long on est obligatoirement avec une valeur de 0, ce qui peut être confondu avec l'ID 0. Et puis on va lui donner un nom, donc on va définir une colonne. Alors j'ai pas besoin forcément de surcharger le nom de la colonne, je vais simplement dire un nom. Et puis un autre qui va être l'artiste. Finalement, on va créer une autre colonne qui va être la colonne de date de sortie. Donc on a une entité quand même relativement simple, un identifiant, un nom, un artiste et une date de sortie. Alors sur la clé, on aimerait ça qu'elle soit générée. Donc on va chercher generate. Non. Si jamais vous avez envie que la clé soit générée automatiquement, on peut demander un auto-generate. Donc ici, on va ouvrir la parenthèse et on va dire auto-generate égale true. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va s'en remettre au moteur de base de données pour générer l'identifiant au moment où il va sauvegarder un album. Donc ça, c'est notre classe de modèle. Et puis maintenant, on va aller créer un DAO. Donc on va l'appeler démo DAO.
Et cette classe-là, on va la noter avec la notation DAO qui vient de Room. Et cette fois-ci, on va écrire des requêtes. Alors, les requêtes, comment on va les écrire? Par exemple, si on essaye de faire une insertion, on va faire un @insert. Alors, il faut que ce soit public. Excusez-moi, c'est pas une interface. C'est pas une classe, c'est une interface. Donc, on va faire une insertion et on va récupérer l'ID et on va créer album en lui passant un album. Oups. Alors là, on a besoin qu'il voit un démo album, pardon. Alors, on n'a pas besoin de spécifier que c'est un nom. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que Room, quand on va lui demander d'exécuter ça, il va simplement comprendre qu'il faut qu'il crée l'album et qu'il renvoie l'identifiant qui a été assigné à cet album-là au moment de sa création. Donc, c'est à peu près aussi simple que ça. Et puis, si jamais on veut récupérer tous les albums, donc par exemple qu'on veut une méthode qui nous permet de récupérer tous les démos albums qui ont été créés, tous les albums, sans paramètres, là c'est simplement qu'il va falloir écrire la requête SQL qui correspond. Et là, ce qui est intéressant dans Room, c'est qu'il va valider la syntaxe de notre requête SQL au fur et à mesure. Donc si on écrit select étoile from demo album, on voit ici que la syntaxe est correcte, mais si jamais j'écris demo album par exemple avec un O, il détecte automatiquement l'erreur dans la requête et il va refuser de compiler. Donc on a ça. Donc ça c'est ce qui nous permet de mettre en place notre DAO. Alors ensuite, on va avoir une classe d'accès à la base de données. Donc celui-ci va se faire à travers une définition de la base de données. Donc là, c'est plus définir les entités, mais c'est... Donc là, on veut accéder à nos données avec nos DAO. Donc là, ici, on a notre DAO. Donc vous voyez, c'est grosso modo la même chose. Donc là, par exemple, on nous dit qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un conflit. Donc là, ce qu'il dit, c'est si jamais j'ai un conflit, donc par exemple le même identifiant mais un objet différent, on va le remplacer. Donc dans les annotations, on a souvent possibilité de fournir d'autres informations. Il y a un comportement par défaut sur le onConflict, mais on peut aussi le forcer pour que ça soit autre chose. Donc là, on a toujours nos DAO, et si jamais on veut mettre en place une base de données, cette fois-ci, il faut descendre à... Ok, donc c'est ça. On va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Donc là, ça va être ma BD, par exemple. Alors cette classe-là, elle va être annotée avec la notation database. Il va falloir dire quelles sont les classes qu'on utilise à l'intérieur. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas de vue, mais on utilise des démos albums. Et on a un numéro de version. Alors le numéro de version, il va permettre de détecter, par exemple, si sur une vieille version de votre application, vous aviez un schéma de base de données initiale en version 1. Si vous déployez l'application avec une version 2, ça va vous donner la possibilité de dire attention, je veux faire une migration, donc par exemple charger toutes les entités en version 1, les modifier pour rentrer dans le nouveau modèle et passer à la version 2. Donc ça, c'est principalement utilisé pour faire le suivi des changements au niveau de votre schéma de base de données. Il faut qu'elle soit abstract et qu'elle extend Room Database. Et finalement, on va simplement avoir une méthode qui va nous permettre de récupérer le DAO ici. Donc c'est pas un user DAO ici, c'est un mon DAO, un démo DAO, pardon. DAO. Donc une fois qu'on a fait ça, on a pas mal complété notre code de base, et maintenant on va regarder comment l'appeler au niveau de notre activité pour être capable de stocker ou d'aller récupérer nos objets. Donc
ici la création de la base de données au niveau de l'application. On va aller chercher un petit peu plus loin dans le tutoriel. Donc ici, on est principalement sur des exemples de DAO, des requêtes avec des paramètres et des classes. Alors, on va skipper les migrations. Ok, donc ici, ce qu'on a, c'est la classe qui va nous permettre d'accéder à notre base de données. Donc ici, on va créer une instance de ma BD, BD égale. Et Room a une méthode en fait qui va nous permettre de créer notre base de données à partir de la classe et lui donner un nom. Alors pourquoi on lui donne un nom? Parce qu'en fait dans SQLite, votre base de données va se retrouver dans un fichier. Donc ici on va l'appeler Pipo. On va se rendre compte après que le fichier s'appelle Pipo. On n'est pas obligé d'avoir cette option-là. Ça c'était spécifiquement pour les migrations. Et à partir de ce moment-là, on a un objet BD. Alors BD a un DAO qui est automatiquement créé par Room, qui contient une méthode créer album et une méthode tous les albums. Donc on va créer un album et regarder ce qui se passe. Démo album, pardon. Donc on va mettre un artiste du tout. De sortie date. Bon, égal test démo. Et on va demander simplement de créer l'album. Il y a un problème. Date de sortie, j'avais pas mis le bon type. Ah oui, d'accord, c'était une date. Et on va demander à l'application de créer l'album. Donc on exécute ça, normalement ça devrait créer un album au démarrage de l'application. On va regarder ce qui se passe. Donc on voit qu'on a une erreur, on va aller regarder ce que c'est que cette erreur. Alors, le premier ici, on nous dit que Room n'est pas capable de gérer un champ date. Donc ici, on nous dit il faudrait qu'on ajoute un type converter pour ce champ date. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, Room est capable de gérer les types de base de Java, long, string, etc., qui va convertir dans les types correspondants dans SQLite. Parce que c'est toujours la base de données qui va stocker cette information-là. Mais pour les dates, il ne sait pas comment faire. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de convertir les dates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si quelqu'un a déjà eu le même problème et chercher un time converter pour Room. Alors la plupart du temps, vous allez tomber sur quelqu'un qui a eu effectivement le même problème. On peut regarder ici au niveau de la doc d'Android. Donc on nous donne un exemple de converteur, ici, qui est exactement pour date d'ailleurs. Donc on va sans doute pouvoir le réutiliser tel quel. Donc là, on va le mettre au niveau de notre package DAO, parce qu'il sert principalement pour faire la conversion ici. On va appeler converters. Alors, cette classe, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Bah, elle fait quelque chose de relativement basique. Elle fournit des méthodes qui permettent de convertir une date en longue et un long en date. Enfin, une date en longue et un long en date. Donc en gros, ce qui se passe, c'est quand on va sauvegarder l'objet, il va prendre la date, la convertir en longue, et c'est ce long qui va être stocké dans la base de données. Et à l'inverse, quand il va aller chercher l'objet dans la base de données, il va récupérer le long et le retransformer en date ici.
Ici, on a deux noms de méthode qui sont from timestamp et date to timestamp qui vont être appelés en fonction des besoins pour la conversion. Alors, la seule chose qu'il faut faire après, c'est ici au niveau de notre database, il va falloir enregistrer le type converter. Donc ici, c'était quoi déjà pour... il y a un champ dans la notation qu'il faut rajouter pour enregistrer le type converter. Donc voici, là on a le time converter. Oui, c'est ça. Donc au niveau de notre classe, il va falloir simplement rajouter une référence vers la classe qui contient les converteurs. Donc à partir de ce moment-là, cette base de données sait que si jamais elle tombe sur un type qu'elle ne connaît pas, elle peut aller le chercher à cet endroit-là. Donc on va relancer la compilation. Et un des éléments importants qu'il faut voir, c'est que Room vous permet justement de détecter ces problèmes-là à la compilation. Il va se rendre compte qu'il manque un type, il va se rendre compte que le champ ne correspond pas, il va aussi se rendre compte dans le DAO qu'on ne passe pas le bon nom de champ ou le bon nom de table. Donc un des gros avantages de Room, c'est qu'il fait énormément de validation au niveau de la compilation. Et donc c'est des problèmes qu'on va avoir déjà réglés et qu'on ne découvrira pas forcément à l'exécution. Donc là, on voit que on a eu une compilation complète. On exécute notre application. Et on a eu un problème ici. Alors on va aller regarder dans notre logcat pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc toujours pareil dans le logcat, dans votre trace, ce que vous cherchez, c'est le premier stack trace en rouge qui vient de votre application. Et on essaye de comprendre le message d'erreur à cet endroit-là. Donc là ici on nous dit que il a eu un problème au niveau du constraint layout. Donc manifestement ça n'a rien à voir avec notre room. Ok, il ne trouve pas la classe. Alors ça c'est normal, c'était la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait au niveau de notre layout, ici, si on passe en mode texte, cette classe-là, elle n'est plus à cet endroit-là, elle est ailleurs. On va simplement mettre un linear layout parce que pour l'instant on n'a pas vraiment besoin d'avoir un layout particulier et puis enlever les contraintes qui correspondent. Et on va vider le log4 pour y voir plus clair. Donc cette fois-ci, on a une autre erreur. On va aller regarder ce qui s'est passé. Alors cette fois-ci, c'est une erreur plus fondamentale. En fait, ce qui se passe, c'est que l'application nous dit je ne peux pas accéder à la base de données sur le fil d'exécution principal. Alors ce qui se passe principalement, c'est que si jamais votre application prend beaucoup de temps sur une requête en base de données, toute l'interface graphique est bloquée. Alors, on va voir dans une vidéo suivante comment résoudre ce problème-là. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est un petit peu non recommandé, mais qui va nous permettre de faire du code plus simple, qui est de permettre, en fait, on va demander explicitement à Room de permettre les requêtes sur le fil d'exécution principal. Donc, à partir du moment où on rajoute cette ligne-là, il va accepter de bloquer l'interface graphique pour des requêtes à la base de données. C'est sûr que ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, on s'engage à ce que les requêtes à la base de données soient rapides. S'il y en a une qui est lente, ça va bloquer l'interface graphique et donner une application qui n'est pas réactive et donc désagréable pour l'utilisateur. Donc là, on va attendre un petit peu.
et notre application a démarré. Donc là, on a mis en place les librairies, on a mis en place une classe, on a mis en place un DAO de base, et on a réussi à accéder à une instance de la base de données. On va essayer de regarder maintenant ce qui se passe au niveau du stockage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller afficher l'ensemble des albums qui sont actuellement présents. Donc on va faire un démo album, et on va aller les chercher dans la BD, DAO, BD.DAO, tous les albums, et on va essayer de les afficher les uns après les autres. Alors là, on va l'appeler A, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un affichage dans le log, avec notre album et son nom, et potentiellement sa date de sortie. Donc ça va nous permettre de voir ce qui était stocké à l'intérieur de l'application et regarder ce qui se passe. Donc pour restreindre le log4 à ce tag là, on va simplement écrire le tag ici. Ça va filtrer les lignes et afficher seulement celles qui ont le tag album. Donc on attend un petit peu, l'application va démarrer. Alors là, on voit que on en a créé. Alors il y en a deux, pourtant on vient juste d'en créer un. Donc c'est bien le but de la base de données. En fait, les deux instances précédentes, enfin l'instance de tout à l'heure est encore là, celle qu'on a créée à 14h18, et celle qui vient d'être juste créée à 14h20, c'est rajouté. Donc là, on voit qu'on a bien deux instances dans la base de données de nos albums. Si on l'exécutait une troisième fois, donc là, on va sauter quelques lignes pour voir l'intervalle. Normalement, on devrait voir notre première instance qui a été créée, notre deuxième, et ensuite notre troisième, puisque c'est la troisième fois qu'on crée une instance. Donc là, on voit bien les trois, janvier 18, 14h18, 14h20 et 14h21. Donc, pour finir avec cette première vidéo d'introduction et de mise en place, en fait, où est-ce que se retrouve cette base de données-là? Donc, en fait, dans notre périphérique Android, on a un répertoire data qui correspond en fait aux données des applications. Alors, pour trouver l'endroit où sont les fichiers de notre application à nous, il faut regarder quel est son application ID ici. Donc, en fait, ce nom-là, ce nom de package plus ce nom d'application, doit être unique pour chaque application Android. Donc, il n'y a pas une seule autre application au monde qui va s'appeler org.degay.roomdemo, ce qui fait qu'en fait, mes données vont se retrouver dans ce package-là. Donc, si on regarde ici, on voit qu'on a plein d'applications qui sont dans com.android.chrome, com.android.compagnon, etc. Puis si on descend, on va se retrouver dans les org, et on va voir qu'on a un org.degay.roomdemo, et que là-dedans, en fait, on a tous les fichiers qui ont été utilisés par l'application. Donc on a des fichiers de cache, mais on a surtout des fichiers de database. Et ici, on va trouver les trois fichiers qui correspondent à notre base de données SQLite, Pipo, Pipo SHM et Pipo WAL. Donc c'est finalement ces trois fichiers-là qui correspondent à l'endroit où sont stockées nos données. Alors pour voir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. Et on va redémarrer notre application pour regarder ce qui se passe. Donc on voit ici qu'on a redémarré notre application. Alors malheureusement, je n'avais pas sauté de ligne. Alors, on va on va refaire la manip. J'ai sauté une coupe de ligne. On va supprimer les fichiers database. Alors là, il ne les a pas affichés simplement parce qu'il n'a pas mis à jour. Si vous faites synchronize, vous allez revoir Pipo qui a été créé ici. On va la supprimer et relancer l'application une autre fois. Et on voit que cette fois-ci, on n'en a plus qu'un.
Comme on a supprimé la base de données, les trois instances qui étaient existantes précédemment ont disparu, et on a juste celle qu'on vient juste de créer à 14h23. Donc dans cette vidéo, on a vu les bases de la mise en place d'une classe de modèle, des annotations qui sont nécessaires. Il y a énormément d'options supplémentaires, mais c'est pas mal la base. On a vu comment mettre en place un DAO et y attacher soit une directive d'insertion, soit une requête. On a vu comment créer une base de données en spécifiant quelles étaient les classes et éventuellement en ajoutant des type converters pour les classes pour lesquelles Room n'a pas de converteur par défaut. Et on a vu comment y accéder au niveau de notre main activity, puis finalement où est-ce que les fichiers étaient stockés.